Bienvenue sur Des Prises, le podcast qui raconte le cheminement de celles et ceux qui écrivent un nouveau récit écologique. Je crois que la construction d'une société plus écologique, c'est avant tout une histoire de personnes qui écrivent de nouvelles manières de vivre, de travailler et de s'engager, de se mettre en mouvement. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de ces personnes. Entrepreneurs, artistes, politiques, activistes et bien d'autres. Je m'immerge dans leur métier et leur quotidien. Et je viens partager leur déconstruction personnelle, leurs clés pour agir et les convictions qu'elles portent. Dans cet épisode, j'invite Maxime de Rostolan, militant écologique et entrepreneur. Je crois que son chemin de vie parlera à plein d'entre nous. Si vous vous êtes déjà dit, à un moment de votre vie, et si on développait cette idée à fond, je pense que ça résoudrait une grande partie du problème. Alors la vie de Maxime vous inspirera beaucoup. J'ai rarement vu quelqu'un multiplier des postulats, des hypothèses sur ce qui pourrait être la solution à la problématique écologique, et lancer à chaque fois le projet qui va avec. Il raconte dans cet épisode comment il est tour à tour convaincu du rôle fondamental de l'eau, de la force du biomimétisme, puis du financement participatif en lançant une plateforme sur ce sujet, de l'agroécologie et maintenant des collectifs locaux qui replantent notamment des arbres. Il raconte aussi de manière très transparente comment il gère la partie lobbying, les critiques et l'énergie considérable qu'il investit dans ses projets. Bonne écoute. Allez hop, c'est parti. Salut Maxime. Bonjour Patrick. Alors commençons par la question classique que je pose tout le monde. Maxime, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, donc je m'appelle Maxime de Rostolan, j'ai 40 ans dans 7 jours, 2 enfants dont un fortement handicapé, ce qui est important dans la présentation puisque ça fait partie de moi depuis une dizaine d'années. Et je suis entrepreneur dans l'écologie depuis longtemps. J'ai fait des études d'ingénieur à l'issue desquelles j'ai fait un tour du monde de 2 ans pour aller à la rencontre des problématiques de l'eau. Donc, j'avais écrit un bouquin sur les problèmes d'eau dans le monde en 2007. Et en rentrant en France en 2007, j'ai bossé dans le développement durable, fait des outils pédagogiques et puis enfin des affiches. Et ensuite, en parallèle, j'ai bossé sur d'autres projets comme Biomimicry, donc une association sur le biomimétisme, ou Bluebees, une plateforme de financement participatif. Et puis de fil en aiguille, je suis arrivé à la permaculture. Je me suis formé en maraîchage en 2012 et j'ai monté une ferme en Touraine où j'habite désormais. Alors pas à la ferme, mais en Touraine. La ferme a vécu sa vie de son côté depuis quelques années. Et moi, je suis toujours en Touraine et je suis toujours au turbin pour essayer d'inventer des nouveaux projets. Voilà. Alors c'est marrant parce que du coup tu te présentes comme entrepreneur. Pas militant, pas activiste, pas lobbyiste, mais vraiment entrepreneur, c'est ça? Ouais, en fait, entreprendre, c'est se mettre en action sur des idées originales qui émergent de notre tête. Donc oui, je suis entrepreneur. Après, ça n'empêche pas d'avoir d'autres casquettes, hein, donc que cette tête ait différentes, différents visages. Je suis aussi effectivement militant, écolo depuis un bout de temps, activiste. J'ai essayé de, enfin voilà, il y a pas mal des projets que j'ai montés qui sont plutôt associatifs et qui n'ont pas du tout le même moteur que ce que les entrepreneurs classiques, si je puis dire, ont. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment l'impact. Et il y a un moment où, dans mon expérience ou sur mon parcours, le fait de sortir du schéma classique de l'entrepreneur qui a des objectifs bien définis en termes de chiffres et tout, je me suis dit, en fait, ce qu'il faut, c'est faire la révolution. Et ça, c'est difficilement quantifiable et on peut la faire de plein de manières différentes. Et c'est là que j'avais lancé la bascule en début 2019, il y a 2 ans. Hmm. C'est quoi les différentes révolutions que tu portes toi? Hmm. Euh, Bah, si je le fais chronologiquement, j'ai d'abord cru que ça passerait par l'éducation. Et donc, du coup, j'ai vraiment bossé dans le monde de la pédagogie, à créer des outils pédagogiques, à aller dans des écoles, dans des entreprises, des collectivités. Et en fait, j'ai réalisé que, bon, si c'est absolument nécessaire, évidemment, c'est pas pour autant que c'est suffisant. Et vraiment, je trouvais que l'éducation, il y a une révolution à faire, mais elle va pas se faire d'elle-même comme ça, et c'est difficile. Donc assez vite, je suis enfin pas assez vite, mais pendant 7 ans, j'ai travaillé à faire des outils pédagogiques, et à côté de ça, je travaillais sur d'autres révolutions, une révolution de la science, on va dire, c'est-à-dire
commencer à regarder comment fonctionne le vivant plutôt que d'essayer d'imaginer installer une cité humaine sur Mars ou quoi. Et ça, c'est un peu le biomimétisme. Et c'est très d'actualité puisque on comprend aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui préservent leur industrie en distillant du doute sur la place publique, et donc ce qu'on appelle les marchands de doute, qui vont essayer de re-questionner la science, etc., alors que la science, ça reste quelque chose qui peut quand même être exact. Et on sait que la biodiversité s'effondre, que les néonicotinoïdes défoncent les abeilles, que boire des trucs avec, enfin, de l'eau avec des nitrates, c'est mauvais pour la santé. Il y a plein de choses qu'on sait et qui aujourd'hui euh, sont malgré tout remises en débat par des gens qui ont des intérêts, souvent occultes. Et voilà, ça c'est une deuxième révolution, c'est la science. Ensuite, si jamais je rentre dans le concret, il y a une révolution au niveau de notre alimentation à faire. Hein. Aujourd'hui, enfin, le seul besoin réel qu'on ait, à part, enfin, pour la santé, c'est de manger, de respirer, de boire de l'eau pure, quoi. Donc, manger, c'est ce qui incombe à nous, puisque on est censé produire notre propre nourriture, enfin pas notre propre, nous en tant que civilisation, et donc il faut savoir comment on le fait. Soit on le fait en impactant l'écologie, la nature, le monde du vivant, ce qui est le cas aujourd'hui. Hein. L'agriculture, c'est 24% des émissions de gaz à effet de serre, euh, c'est un gros poste responsable de la destruction des habitats naturels et donc de la disparition des 60% de vertébrés, 80% d'insectes, etc. Donc, soit on fait de l'agriculture et on se nourrit par une agriculture qui fait ça, soit on peut faire exactement le contraire, puisque en fait l'agroécologie est une agriculture qui permettrait de capter du carbone, de produire de l'eau potable, qui permettrait de diminuer les problèmes de santé sur la population. Et donc voilà, donc pour moi ça c'est vraiment la révolution à laquelle je me suis attelé, et en créant Ferme d'Avenir. Et au bout de l'aventure Ferme d'Avenir, qui pour moi a duré 5-6 ans, euh, j'ai jeté un peu l'éponge en disant, en fait, on montre qu'on peut faire l'agriculture différemment, on montre l'intérêt que ça a, on arrive à faire voter des parlementaires pour des lois qui permettraient justement d'aller dans ce sens-là. Et ensuite, on s'était fait censurer notre proposition d'amendement par le Conseil, enfin, par le Conseil constitutionnel, l'article qui avait été voté. Et c'est là que j'ai jeté l'éponge en disant, en fait, il y a une révolution institutionnelle à faire, parce que si nos institutions sont pas en mesure de faire primer l'intérêt général face aux intérêts privés, c'est que nos institutions ont un problème et qu'il faut les changer. C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs avec la Convention citoyenne pour le climat aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu Hmm. les quatre réunions. Révolution de l'éducation, révolution de la science, révolution de notre modèle agricole, et je terminerai par donc une révolution institutionnelle, et là c'est même comptable. Hein. Il y a plein d'outils pour que politiquement on passe dans une nouvelle ère. Hmm. Euh, alors, moi j'avais un plan à la base avec plein de questions et tu l'as fait voler en éclats. Mais du coup, je vais y revenir Vas-y. petit à petit. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, moi, quand j'ai lu ton livre déjà, tu me l'as envoyé, merci. Quand j'ai écouté tes interviews, il y a quelque chose qui transparaît là-dedans et dans tout ce que tu racontes aussi, c'est que il y a cette notion de vouloir avoir un impact systémique et que donc tu portes plein de casquettes à la fois, parfois à la suite. Et donc, moi, ma question, c'est est-ce que toi, personnellement, tu penses avoir vocation à porter ces casquettes-là, est-ce que de manière générale, tu penses que les gens devraient porter une seule casquette, ou du coup, avoir un raisonnement systémique et être un peu partout, en fait, à la fois? C'est compliqué, hein. Je pense qu'il y a plein de niveaux d'action et que le premier des niveaux d'action, il est sur soi déjà. Et je pense que c'est Hmm. pour ça que mon bouquin sous-titre l'optimisme pour Cap, c'est que c'est d'abord et avant tout une quête pour soi. Hein. Et comment on arrive à être heureux sur cette planète en sachant ce qu'on sait, puisqu'on ne peut plus ignorer ce qu'on sait. Mais donc ça c'est un premier combat, et il y a pas mal de gens qui trouvent ça dans le développement personnel, dans le sport, dans la fête, dans le travail, hein, même si le travail parfois peut être toxique. Enfin, et même si c'est des gens qui travaillent dans des jobs qui n'ont pas beaucoup de sens, au moins ils se mettent là-dedans et ça leur donne une raison de vivre. Euh, donc je pense que ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des gens qui restent un peu bloqués entre guillemets à ce stade-là, mais
si eux sont heureux, c'est ça finalement qui est important. Il y a un deuxième degré d'action qui est un degré d'action un peu, je veux dire, d'exemplarité, où on veut montrer sur un territoire qu'on peut faire différemment. Et donc là, on s'attache à lancer un projet cocon de vie, moi je dis, hein, c'est un petit cocon de vie où on va créer sa ferme, on va créer son entreprise, on va créer. Et là, on essaye de montrer qu'on peut faire les choses différemment. Et à un autre degré, hein, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, mais à un autre degré, il y a des gens, enfin, ou un autre niveau, il y a des gens qui vont essayer de changer les structures politiques du territoire, hein, que ce soit sa commune, son village, sa ville, la région ou le pays, voire même pour ceux qui bossent dans des ONG, pourquoi pas essayer de repenser un peu la gouvernance mondiale. Et il y a plein de niveaux. Est-ce que tout le monde peut faire tout? Non, ça c'est sûr. Il y en a qui n'ont pas du tout envie de faire ce que moi je fais, à savoir aller me cogner les députés de la majorité les uns après les autres pour leur voilà, ou aller faire la grue devant les ministères en disant faut que je parle au ministre, etc. Donc ça, il y a des gens ça les intéresse pas et d'ailleurs ils voient peut-être pas l'impact que ça peut avoir. Voilà, chacun doit faire en phase avec ce qui le rend heureux. Moi, ce qui me rend heureux, c'est d'avoir une vision un peu systémique de la chose. Cette vision n'existerait pas et je n'aurais aucun argument à fournir dans mon travail de lobbyiste lorsque j'ai cette casquette-là, si je n'avais pas plein d'exemples de gens qui font des choses sur le territoire. Et en fait, c'est ça qu'il faut que chacun comprenne, c'est que s'il fait quelque chose à son échelle, que ce soit donc individuel sur soi ou un projet de territoire, en fait, ça sert beaucoup l'imaginaire et l'argumentaire de ceux qui font, on va dire, de la diplomatie avec le monde en place, quoi. Et donc voilà, moi je fais voilà, c'est un peu ça, mais chacun doit se sentir bien là où il est et faire tout, c'est faire tout mal, quoi. Donc moi, je peux pas monter en même temps un lieu et faire du développement personnel, nanana, si je passe mon temps à essayer de vendre un nouveau modèle agricole français, quoi. Euh, alors, c'est déjà j'ai une question là. Tu disais tout à l'heure que c'était d'abord avant tout une révolution de soi, un travail sur soi. Euh, Est-ce que tu penses que le but des personnes qui sont militants écologiques, c'est de faire en sorte que tout le monde ou une grande majorité de personnes se disent ah ce travail-là, le bonheur que moi je peux trouver, ça va se trouver par l'angle écologique et non plus par seulement le sport ou le travail. Enfin, tu vois, est-ce que il y a une vocation à changer la manière dont on veut chacun se nourrir d'accomplissement et de bonheur en fait? J'ai pas bien compris, mais je pense que, enfin, reformule si tu veux bien, genre. Ouais. Alors en fait, ce que je veux dire, c'est, tu vois, tu disais tout à l'heure, bah, il y a des gens qui trouvent leur bonheur par le sport, par le travail. En fait, à la fin, moi d'abord, c'est une quête pour moi. Et donc chacun a sa manière de résoudre sa quête. Est-ce que tu penses que la vocation des personnes qui sont militants écologiques comme toi, est-ce que il y a une partie, est-ce qu'il y a une partie de ta mission qui est, en fait, votre quête, elle peut aussi se résoudre par l'écologie, donc du coup, essayer de remplacer ce qui vous rend heureux ou essayer de le transformer en un truc un peu plus écologique, quoi. Oui, bien sûr. Enfin, d'accord, je comprends bien. Des exemples comme sur les voyages, à dire en fait, franchement, allez visiter l'Aveyron ou l'Ardèche, vous allez voir, il n'y a pas besoin Hmm. d'aller en Thaïlande. Ouais, euh, mais ça c'est quelque chose qui est cher à Cyril Dion. C'est l'histoire du récit. C'est quel Hmm. récit on propose et si le récit véhiculé par les pubs à coup de SUV ou de voyage en Guadeloupe ou je sais pas quoi à pas cher euh, persiste, si c'est ce récit-là qui continue à perdurer, bah, ça va être difficile de changer les mentalités et de faire accepter ou de faire qu'un nouvel imaginaire soit accueilli dans notre civilisation. Et pourtant, on sait que c'est nécessaire parce que l'imaginaire qui est jusqu'aujourd'hui promu nous amène à notre perte, quoi. Donc, il va falloir faire ça. Et effectivement, une des missions des écolos, et c'est la raison pour laquelle moi, par exemple, je prends pas l'avion, je mange pas de viande, et que je le dis, et que j'aime bien et j'ai pas enfin je crois pas avoir l'air malheureux et quand je le dis avec le sourire et j'espère que ça fait tomber des barrières ou des freins
chez certaines personnes qui vont se dire, mais en fait, il arrive à être heureux, il fait ça, et peut-être même que faire ça contribue à son bonheur, ce que j'avais même pas envisagé, puisqu'en fait, moi, je croyais que le bonheur s'atteignait avec un mojito sur la plage, quoi. Enfin, Hmm. j'exagère, mais oui, je pense qu'on a ce rôle-là de propager, de répandre un nouveau récit, ouais. Alors, avant de creuser du coup les différents projets, parce que tu en as plein et que du coup chacun porte une intention, une problématique à laquelle tu as envie de répondre. Donc, ils sont plein d'apprentissages, donc je vais les creuser un par un. Mais tout à l'heure, tu as dit, j'ai d'abord cru à l'éducation, puis j'ai cru à. Est-ce que c'est des coups, à chaque fois, c'était une succession, enfin, chaque croyance est succédée à une autre, et du coup, tu essaies de juste te dire, ok, est-ce que c'est cette thèse-là qui est réussie, et du coup, je passe à la suivante, et c'est ce que tu vas faire, en fait, durant toute ta vie, c'est-à-dire tester des problématiques, enfin, tester des hypothèses, et avoir des réponses sur celles-là, voire ensuite peut-être rassembler ces réponses sous un même projet. Mm, mm. Alors, on verra si j'arrive à terme à tout rassembler sous un même projet. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, la succession à laquelle tu fais référence, c'est une succession de tentatives qui se sont soldées pour certaines par une réussite, hein. Il y a quand même quelques projets qui ont fonctionné, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ceux pour lesquels je me suis retrouvé face à un mur, et le pourquoi de ce mur, quelle alternative pour dépasser, pour passer outre. C'était ça qui m'intéressait. Donc oui, ça a été souvent une succession de désillusions, même si en fait elles étaient prévisibles de l'une après l'autre. On peut prévoir que ce sera rien de simple. Et le projet que je monte actuellement, je suis en plein dedans, en plein dans la construction de ma désillusion pour savoir où est la brèche vers le projet parfait. Mais pour l'instant, le projet parfait, je l'ai pas. Et je l'ai pas pour une raison simple, c'est que la conjoncture économique actuelle est biaisée. Elle est fabriquée, et élaborée, échafaudée et maintenue par des gens qui ont intérêt, des intérêts financiers directs à ce que ce modèle fonctionne. Et ce modèle a comme corollaire l'exploitation des ressources, l'exploitation des humains, etc. Donc, quelque part, c'est pas complètement flippant, enfin c'est pas complètement illogique en tout cas que des projets d'intérêt général ne trouvent pas leur place dans la conjoncture actuelle. La question c'est ok, on essaie, enfin au bout d'un moment on se dit on continue à essayer dans ce modèle ou on change ce modèle. Et c'est là la, la, la justification de mon évolution, et peut-être euh, les expériences passées légitiment-elles le fait que j'envisage une vision systémique désormais. C'est de dire, en Hmm. fait, on voit bien qu'à chaque fois on est bloqué pour la même chose, mais si au final c'est toujours le vivant ou l'intérêt général qui perd face à l'économie, c'est qu'il y a vraiment un problème dans les règles du jeu. Il faut changer ces règles du jeu. Et donc, du coup, on s'attaque à ça. Mais j'arriverai. Enfin, c'est un peu la différence entre des politiques de carrière et ce que je fais ou ce que d'autres font et qui les amènent à faire du lobbying de par leur activité ou leur centre d'intérêt. C'est que on est légitime parce qu'en fait, on a essayé. On n'est pas juste dans la proposition politique hors sol entre guillemets, hein, parce qu'il y a beaucoup de politiques qui sont très proches du terrain, qui sont élus locaux, etc. Mais ça reste des gens qui n'ont pas fait, enfin, il y a beaucoup de gens dont c'est le métier, quoi, qui sont sortis Hmm. de Sciences Po ou quoi, qui ont toujours été en cabinet, qui ont toujours été dans des assistants parlementaires, que sais-je, et qui évoluent là-dedans et qui font de la politique hein, une profession, quoi. Hmm. Moi, là, ce dont tu me parlais, le fait d'avoir un mur, d'avoir le système qui est pas du tout adapté au changement que tu voulais apporter, en lisant ton livre, ça me fait penser à Ferme d'avenir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet? Qu'est-ce que c'était déjà, l'intention derrière? Bah, ferme d'avenir, l'idée c'est de dire en fait l'agriculture industrielle et chimique, elle détruit le vivant, elle pose des soucis de santé, elle elle fait dépeuple les campagnes, elle pollue l'eau, elle rejette des gaz à effet de serre. Donc c'est globalement une agriculture qui est pas hyper bénéfique, et il faut la changer. Et est-ce qu'il y a une alternative? Et donc c'est en 2000
Excuse-moi, je viens de voir ton SMS. En 2010, je me suis intéressé à la permaculture et j'ai découvert qu'en fait, en s'inspirant de la nature, il y avait des super manières alternatives de produire notre Mhm. nourriture. Et donc, je me suis dit, on va essayer de voir si la permaculture est vraiment, représente vraiment une alternative viable, rentable à l'agriculture industrielle et chimique. Et voyons si un citadin qui n'a pas été formé, et qui a 30 ans, peut se former et monter une ferme qui tienne. Et donc, c'est ce que j'ai lancé. Donc je me suis fait une formation BPREA, donc un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, et j'ai lancé le projet Ferme d'avenir autour d'une ferme d'un hectare et demi, dont le pari était celui-ci, montrons que l'agriculture naturelle est plus rentable que l'agriculture chimique. Et en fait, on n'a pas réussi, parce qu'en fait, on voulait, quoi qu'il arrive, salarier les maraîchers, parce que l'idée, c'est pas de proposer une alternative où les gens seraient exploités et gagneraient 700 balles par mois, comme c'est le cas dans le système Mhm. actuel. Euh, C'était vraiment de dire, est-ce qu'on peut salarier les gens à 1,2, 1,3 SMIC, payer les heures sup, ils sont à 35 heures, 39 heures. Donc ça, on n'a pas réussi. Donc la permaculture n'est pas une recette miracle, une formule magique qui ferait que les tomates pèseraient 10 fois plus ou qu'on en fait 50 Mhm. fois plus. Donc on a montré les limites, mais en fait très vite on a dit mais quid de l'agriculture industrielle, parce que on veut nous demander de prouver que c'est rentable, mais est-ce que l'agriculture industrielle, elle, est rentable? Et en fait, on a creusé là et on a fait ce qu'on a appelé le plaidoyer ferme d'avenir, où on évalue les externalités des agricultures, notamment de l'agriculture chimique, donc le PIB en France, c'est 60 milliards en gros. Le coût de la dépollution de l'eau directement imputable à l'agriculture chimique, si on dépolluait, on ne le fait pas parce que ça coûte trop cher et que ça se voit pas, ce serait 60 milliards par an. Donc en gros, on est sur un modèle où on produit pour 60 milliards, mais on pollue pour 60 milliards rien que sur l'eau. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'on a refait remonter, et on a montré qu'en fait, l'agroécologie, elle était absolument nécessaire, mais elle souffrait d'une distorsion de concurrence dans le modèle dont je parlais tout à l'heure avec l'agriculture chimique, et c'est ça qu'il faut changer. C'est ce sur quoi je me suis vraiment penché sur les 3-4 années suivantes, 3-4 années suivantes de Ferme d'Avenir. Et donc Ferme d'Avenir, la ferme de la Bourdesière, elle a tenu 5 ans. Au bout de 5 ans, on a dû plier. Elle a plié parce que soit on trouvait quelqu'un qui était prêt à bosser 70 heures semaine et à toucher un petit peu d'argent et pas beaucoup, mais c'était pas l'idée, soit on continuait nous à payer les 30 000 balles par an qui nous séparaient de l'équilibre, soit bah, tout simplement on fermait. Donc la ferme de la Bourdasière est terminée, mais il continue beaucoup de programmes dans l'association, notamment la ferme de l'Envol, qui est une ferme sur 70 hectares, qui est beaucoup plus grande, avec des investissements, avec tout un réseau de projets autour. Donc ça s'appelle dans le cadre du projet Sésame, à Brétigny-sur-Orge, c'est la ferme de l'Envol. Ils continuent des programmes de formation, des programmes de compagnonnage, des programmes de concours, ils font du conseil. Voilà. Ferme d'avenir continue à faire beaucoup de choses. Et moi, je m'en suis j'ai quitté Ferme d'avenir de mon propre chef lorsque l'amendement que j'avais proposé au bout d'un an de lobbying a été retoqué au Conseil constitutionnel. Voilà pour Ferme d'avenir. Et est-ce que enfin, comment tu réagis du coup parce que tu continues à promouvoir l'agroécologie, je suppose. Ah Tu, bah, ah bah bien sûr, non, mais il faut promouvoir l'écologie, l'agroécologie, je promeux tout ça, mais ce qu'il mais du faut... coup, pardon, excuse-moi, mais du coup, Ouais. comment tu réagis face aux personnes qui ont connu, en fait, connaissent les mêmes limites que toi? C'est-à-dire, mais en fait, il n'y a pas le système pour. Donc, en fait, je vais devoir compenser quelque part. Ça veut dire en termes de charge de travail, ou en termes de salaire que je vais me verser, etc. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas le paradoxe que tout le monde met en avant, ou l'excuse d'ailleurs de l'industrie agroalimentaire classique, de dire, bah, en fait, c'est pas possible de le faire normalement. Il faut compenser quelque part. Et aussi, aujourd'hui, l'agroécologie, elle est pas adaptée au système. Donc, c'est un peu leur argument. Donc, du coup, est-ce que c'est
Euh, voilà, est-ce que c'est pas un argument qui donne raison en fait aux détracteurs et qui rend le fait de militer pour l'agroécologie un peu pas assez adapté en fait au contexte? Bah, tout de même, on voit un glissement clair des discours écolos mus ou motivés par la préservation du vivant, à la base, qui était un truc pour préserver les petits oiseaux. On voit un Hmm. glissement de ce discours-là assez naturaliste vers un discours anticapitaliste. Hmm. D'accord. Clairement, il y a l'écologie est en train de glisser vers l'extrême gauche, euh, mais de fait. Enfin, c'est logique. En fait, plus ça Hmm. avance, plus on se rend compte que le libéralisme est incompatible, que la mondialisation exacerbée est incompatible avec la préservation des ressources. Et donc, du coup, c'est ça qu'on en vient à combattre. Puisqu'en fait, on Hmm. commence à le voir et à le définir comme, enfin, ou à le désigner comme le principal responsable. Donc, donc dès lors que il y a ce glissement qui s'opère, qu'est-ce qui se passe? Bah, tous ceux qui ont des valeurs qu'ils considèrent plus être de droite ou de centre et qui veulent surtout pas être dans des extrêmes, ils disent, mais en fait, le discours écolo n'est plus audible. Et donc, on est en train de perdre encore plus en ce moment parce qu'il y a des histoires autour de la laïcité, etc., qui sont pas forcément, enfin, où la ligne écolo est pas claire et donc du coup, on nous met dans un espèce de package islamo-gauchiste, etc. Donc, c'est très compliqué. Mais ce que les détracteurs, euh, ce sur quoi les détracteurs reviennent régulièrement, c'est sur la non-validité économique. Ils disent, mais non, mais fais un truc qui fonctionne économiquement, et là, on pourra t'écouter, là, on comprendra, et là, ça fonctionnera. Bah oui, mais non, justement. Ils peuvent se réfugier là-dessous et dire, bon, bah, enfin, derrière ça, et dire, tant que t'as pas fait tes preuves économiquement, ça marchera pas. Comme moi, à l'époque, on va dans un premier temps dire, mais si, on va y arriver, regarde, on va réussir à faire un truc en vrac, recyclé. Alors, il y a quelques trucs qui fonctionnent, hein. Il y a heureusement des contre-exemples à ce que je dis, mais globalement, c'est Hmm. très compliqué de développer un projet qui a de la croissance, qui crée beaucoup d'emplois, sur ces valeurs-là que sont la préservation du capital naturel et du capital humain, quoi. Puisqu'en fait, il n'y a que le capital financier qui intéresse aujourd'hui. Donc, pour revenir à ta question, ça donne un argument, mais ça permet de déplacer le débat sur un truc un peu plus profond auquel on n'échappera pas, quoi. C'est qu'est-ce Hmm. qu'on fait de la pub, qu'est-ce qu'on fait des voitures individuelles, qu'est-ce qu'on fait des avions moins chers que les trains, qu'est-ce qu'on fait des algues vertes chaque année, est-ce qu'on finit par les faire payer à Justin Bridou ou pas? Enfin, il y a des Hmm. questions, ça déplace le débat sur la réalité du modèle économique, quoi, je pense. Et si on rentre dans l'opérationnel, dans le très concret, s'il y a des gens qui voulaient faire comme toi, qu'est-ce que tu aurais envie de partager comme apprentissage à ces personnes qui ont envie de continuer à tenter de répandre et de prouver qu'une autre agroécologie est possible, enfin qu'une autre agriculture est possible? Qu'est-ce que tu as appris dans le, je vais utiliser un anglicisme, dans le day to day, tu vois, c'est-à-dire ok, bah voilà, ça c'est petites astuces ou c'est la manière de d'aborder la chose, Hmm. Bah, je de sais pas. manière très pratique. Déjà, il faut, d'après moi, être prêt enfin, à remonter le courant, quoi. C'est-à-dire on est souvent à contre-courant de ses Hmm. parents. Alors moi, j'ai eu la chance de pas avoir des parents qui étaient trop dans le sens commun, quoi. Mais faut déjà être prêt à nager à contre-courant et ça fait des frictions, quoi. Donc, euh, euh, mais là, on parle justement du niveau où on a dépassé le soi, quoi, où on veut vraiment faire de la diplomatie et essayer de changer le monde. Changer son Hmm. monde, je dis pas que c'est plus facile ou quoi, parce que c'est très compliqué de se créer son propre cocon et qu'il y soit agréable, etc. Mais euh, le fait de vouloir convaincre des gens, fait qu'on est en permanence renvoyé à sa situation ou à sa réalité de Hmm. poisson, enfin de mouton noir ou de poisson qui remonte le courant, enfin qui nage à contre-courant. Euh, quoi d'autre? D'après moi, un des trucs qui me motive quand j'entreprends ou quand j'ai des idées, c'est de me dire, est-ce que dans 10 ans ça existera? Et en fait, je fais Hmm. aucun projet
sur lesquels je suis pas convaincu que c'est genre il y a même pas une seconde d'hésitation. C'est même pas est-ce que ça existera. C'est non mais ça va exploser ce genre de truc et donc il faut y croire. Et ça, c'est quelque chose qui permet aussi d'être optimiste parce que si jamais, pour peu que le projet dont on parle soit un projet enthousiasmant, à impact, etc., se dire que dans 10 ans, il aura explosé, c'est une belle promesse Hmm. sur les années à venir, quoi. Enfin, sur le portage du projet. Ouais. Et puis, C'est ouais. plus facile d'ailleurs d'accepter enfin, d'une certaine manière de se marginaliser quand on sait que tu détiens peut-être une vérité qui est peu connue de tous, quoi. Et en fait, parce que c'est quand même un sujet, ça, je veux dire, être militant écolo, c'est aussi d'une certaine manière se marginaliser. Donc ça aide en fait en partie ça. Oui. Alors, on est de moins en moins marginaux, heureusement, quand on Hmm. parle, quand on affiche, quand on affirme ses convictions écologiques, mais oui, c'est une culture quand même on est toujours, et c'est terrible parce que on va souvent puiser dans cette sémantique pour, euh, pour parler de ce qu'on fait, mais on parle de combat, on est en résistance, on part au front, enfin, on est bien dans une dynamique où on est en guerre, quoi. On est en guerre et moi j'ai assiégé l'Assemblée pendant des mois, pendant les États généraux, quoi. Et donc du coup, il y a ça, il faut être prêt à ça. Il y a d'autres, mais tout le monde n'est pas obligé d'avoir ce statut-là ou cette posture-là dans un projet. Un projet, ça se fait rarement seul. Il y a plusieurs profils qui viennent se compléter. Et je pense que un des enjeux, en tout cas pour ceux qui veulent se lancer, c'est de réussir à mettre autour de la table, autour d'une même table, les gens qui n'ont pas forcément soit l'habitude, soit l'envie de se parler et soi-même aller se frotter aux gens auxquels on n'a pas envie de s'associer, quoi. Et donc réussir malgré tout à faire ces espaces d'échange pour que les nuances et leurs mots, enfin pour qu'on construire des projets riches de nuances, parce que c'est dans la nuance qu'on va réussir à inventer un monde complexe. Bon, c'est un peu compliqué ce que j'ai dit, mais en gros, j'espère que les gens auront suivi. Mais deux choses, c'est se faire une carapace parce que c'est pas facile et que malgré tout les intérêts des gens en face, sans entrer dans le complotisme, sont tellement importants qu'ils sont prêts à tout et ils sont très bien organisés. Donc, avoir la carapace solide parce que ça va être difficile et, 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 euh, et deux, réussir à s'organiser avec l'ensemble des parties prenantes du projet, enfin du sujet qu'on veut traiter. Et ça veut vraiment dire être dans le dialogue et la nuance. C'est mes deux conseils. C'est un sujet quand même. Si je vais résumer, c'est la radicalité qui essaye d'intégrer la nuance. Bien sûr. Bah ouais. Non, mais en fait, t'es mu par une radicalité parce que t'es convaincu qu'on va complètement dans le mur, qu'on fonce et qu'au lieu d'essayer de tourner le volant, ils sont en train d'accélérer et de monter le son de l'autoradio. Mais tu sais très bien que une fois que tu sais ça, et qu'il faudrait carrément changer de direction, il faudrait partir en marche arrière, il faudrait changer de voiture, il faudrait tout faire. Tu sais que la lucidité te ramène à une stratégie plus nuancielle. Je sais pas si ça Hmm. existe nuancielle, mais ça fonctionne, quoi. C'est drôle parce que j'allais te poser la question, mais en fait, Maxime, comment tu fais toi pour gérer les détracteurs? Et en fait, je pense que tu m'as déjà donné la réponse, c'est, bah, enfin, plutôt de, pas forcément de les gérer, mais plutôt de créer un espace de dialogue entre ces différentes personnes qui ont différentes nuances, du coup. Avec ceux qui veulent bien, parce que parmi les détracteurs, on a toujours plus radical que soi, hein. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je passe pour un macroniste aux yeux des gens de l'ultra-gauche, quoi. Et je le dis pas, c'est pas une manière de parler, j'ai été traité de macroniste et on nous a, dans la bascule, mis des bâtons dans les roues parce que disait qu'on était des agents macronistes, quoi. Donc, alors que, enfin voilà, on est à l'opposé, quoi. Et donc on a toujours des gens plus radicaux avec eux, avec ceux-là, et c'était difficile de parler. J'essaye, hein, toujours. Vous pouvez trouver des traces Hmm. sur Internet quand ils sortent un article. Enfin, j'ai des articles à charge sur ma gueule qui sortent. J'écris au journaliste. Le journaliste, là en l'occurrence Serge Quadrupani, je m'en fous, je mets son nom. Serge Quadrupani, il dit non, mais je cause pas au manager, quoi.
j'ai écrit tout un mail, mais je comprends pas, vous faites un article sur moi, mais vous me connaissez pas, regardez, ça, ce que vous dites, c'est faux, et puis voilà un peu ce que j'ai fait. Il me répond, il me fait, non, non, je cause pas au manager, t'auras mon prochain article la semaine prochaine dans le journal, et il veut pas parler, quoi. Et donc Hmm. voilà, donc ceux-là, on parle pas avec. Après, je vous dis, voilà, des projets sur le projet que je suis en train de monter, une des premières personnes que j'ai appelées, alors pas la première, mais une des premières, c'est Christiane Lambert de la FNSEA, quoi. Je dis voilà, programme, ce La serait important FNSEA, qu'on. c'est, du coup, pour ceux qui nous La écoutent. FNSEA, c'est le syndicat majoritaire des agriculteurs. C'est donc des pourfendeurs de l'agriculture chimique, industrielle, voilà, Hmm. qui veulent faire leur transition, qui montrent qui font attention de plus en plus à ces choses-là, mais qui quand même sont pas connus pour être les principaux alliés de la cause écologique et agroécologique. Donc, malgré tout, moi, c'est une des premières que j'ai appelées, c'est elle, quoi. Et Hmm. il faut, et je ne me serais pas vu avancer et creuser l'idée de mon projet sans en avoir discuté avec Christiane Lambert. Donc tu l'appelles pour avoir son avis et sa position, et donc elle Ouais, nourrit quelque chose qui ouais, peut même aller à exact. l'encontre de son activité. Non, mais elle m'aide à trouver le dénominateur commun. C'est-à-dire qu'elle m'aide à Hmm. trouver, elle m'aide à trouver là où on, la manière qu'on peut avoir de travailler ensemble, d'une certaine manière. Et donc, en fait, il faut comprendre, euh, on est minoritaire sur plein de Hmm. trucs. Et dans l'agriculture bio est minoritaire. Donc, soit on continue à euh, faire évoluer ce minoritaire en faisant comme si il n'y avait pas de plafond de verre alors qu'on sait très bien qu'il y en a un, soit on essaie de dire bon, euh, tous ceux qui sont de l'autre côté entre guillemets, comment est-ce qu'on fait pour trouver un truc où on arrive à les faire déplacer un peu, transitionner un petit peu, ils sont prêts à le faire, mais ils sont pas prêts à le faire si on les insulte et si tout ça, donc il faut faire de la diplomatie, quoi. C'est intéressant parce que du coup, en fait, tu considères que tu fais le lien entre plein de parties prenantes qui peuvent être très différentes. Et du coup, moi, ça me fait penser à cette notion d'écolo puriste, sur lesquelles parfois tu te fais critiquer. Tu viens de le mentionner. Euh, Comment on fait pour ne pas se faire greenwasher en fait? Et comment on fait pour ne pas être écolo puriste tout en essayant de garder racines? Ouais, en fait, pour moi, il y a une notion importante qui est l'ouverture. Il faut être ouvert et tolérant et donc et même aller plus loin, être dans l'empathie. Et c'est compliqué d'atteindre ces valeurs-là si on est tout le temps dans la critique et dans la chasse à chasse aux sorcières. On a, oh là là, lui il fait ça. Tu vois, un Nicolas Hulot, oh là là, il fait tellement de trucs, mais il a 5 bagnoles et donc du coup, à chaque fois enfin, on donne. Et ça, c'est relevé par nos amis. Hein, les premiers à avoir fait ça, c'est reporter ou je sais pas quoi. Hein. Donc Hmm. c'est des potes qui se sont dit en train de dire ah là là c'est un écolo mais il fait pas vraiment très bien donc ouais, c'est jamais inutile hein, mais de le faire de cette manière-là en fait ça donne des arguments à tous ceux qui sont pas du tout écolos voilà pour dire non mais même dans leur propre camp ils sont pas d'accord regarde ils sont totalement incohérents ils parlent d'écologie mais il a 5 bagnoles non. Hmm. Et et c'est compliqué. Et quand tu regardes dans les faits, même moi, on est plein à dire, mais en fait, les directeurs RSE, ils vont pas assez loin, c'est pas parfait, etc. Alors oui, mais ils font de leur mieux sans doute hein, pour certains. Ils sont convaincus de l'écologie pas moins que nous, et pourtant ils sont juste à une place qui est différente de la nôtre. Et je pense que le jugement est toujours trop facile, quoi. C'est super facile de dénoncer des incohérences de gens et de pas réussir à trouver ce qui nous relie, quoi. Et donc, comment est-ce que, alors, ta question est un peu différente quand tu dis comment on fait pour pas se faire greenwasher. Euh, Hmm. mais je pense, vous voyez, juste pour illustrer cette histoire d'écolo-puriste, on repense au Pinocchio, quoi, le prix Pinocchio. Donc c'est un prix qui a été lancé par les Amis de la Terre il y a une dizaine d'années au moins. Et tous les ans, ils prennent trois, quatre personnalités entrepreneurs ou quoi, qui se revendiquent, qui se réclament de l'écologie et qui font du greenwashing derrière, etc. Et donc c'est bien hein, qu'il y ait des lanceurs d'alerte, etc. La manière dont c'est mis en scène, je sais pas si
si c'est très bénéfique à notre cause et à la communauté, parce qu'on le voit que finalement c'est très difficile d'être parfait. Si t'es pas parfait mais que t'essayes de faire quelque chose, tu vas te faire dégommer en place publique et voilà, et après tu vas déprimer quoi, parce que voilà. Donc donc voilà, donc ça c'était pour illustrer à nouveau l'histoire de l'écolo puriste sur le comment on fait pour pas se faire greenwasher. Bah, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Quand tu as besoin d'argent et que les seuls qui ont de l'argent, bah, c'est des entreprises sales. Il y a un moment où tu te dis bon bah soit je renonce à mon projet, soit je fais un compromis et je dis oui à de l'argent un peu sale, quoi. Hmm. Mais j'ai pas de, moi j'ai mes convictions. Moi j'ai quelque part je trouve, enfin j'ai la chance de pouvoir un peu choisir des partenaires, c'est-à-dire que je suis jamais obligé de dire oui finalement en urgence à Total ou à Monsanto quoi. Voilà, j'ai pas forcément besoin de ça, donc on peut essayer d'aller plus loin, mais malgré tout je me retrouve face à des entreprises qui font du mieux qu'elles peuvent, mais qui font quand même de la merde quoi. Donc ça nous pend au nez et on va avoir des écolo-puristes qui vont un jour dire ressortir toutes les boîtes avec lesquelles j'ai bossé et vont dire bah en fait regardez c'est un gros produit du capitalisme alors que c'est trop c'est une simplification un peu éhontée quoi. Hmm. Ouais, et puis tu dis ça, et puis en fait, c'est aussi des entreprises qui sont en train de se transformer, qui veulent et qui sont représentées par des individus, en tout cas avec ceux qui étaient en contact, qui ont une vraie volonté de se transformer aussi, et qui du coup, avec qui tu crées du lien. C'est d'abord des personnes avant d'être représentant d'une organisation, quoi. Exact, ça c'est ce que je raconte un peu dans le bouquin, c'est que moi je connais des patrons d'associations infectes, odieux, absolument désagréables et voilà, antipathiques, et qui sont à la tête d'ONG très avec des missions très nobles. Et à contrario, je connais des patrons, des PDG de boîtes du CAC 40 ou des milliardaires hyper sympas, hyper ouverts, hyper convaincus, hyper proactifs, enfin, hyper bienveillants, pas dans le jugement. Enfin, voilà. Et donc oui, ensuite on travaille avec des personnes, on travaille pas avec des SAS ou des SA ou je sais pas quoi. Enfin, moi c'est avec des personnes que je parle et celles avec lesquelles ça accroche, et ben on décide d'aller plus loin quoi. Pour rester un peu dans le sujet lobbying, parce qu'après après je te parlerai on parlera de la bascule et de communitarisme, mais est-ce que si demain il fallait se lancer dans un combat, est-ce que tu prônerais plutôt le combat global systémique, c'est-à-dire vraiment tu vois, être député, ou est-ce que tu prônerais plutôt le local, ou alors les deux? Est-ce que Bah ouais, c'est les deux, c'est forcément les deux. C'est-à-dire qu'en gros, on a besoin, on peut pas laisser les manettes à des ambitieux, à des gens gonflés de leur ego ou qui ont toujours été mis en avant par le système comme l'élite, comme des gens intelligents. Enfin, il y a un moment où faut que des gens, enfin, tu vois, un Ruffin qui arrive, qui était quand même un peu l'anti-héros du capitalisme, quand même, qui arrive et qui est député. On voit ce que un Ruffin fait dans une assemblée de 577 députés. S'il y avait 25 Ruffins, et ben, la démocratie se porterait un petit peu différemment, je pense. Euh, Parce que les sujets euh, cachés ou les sujets mis de côté par, euh, par les parlementaires, par les politiques, seraient plus souvent remis sur la table. Je dis pas qu'il est le seul à le faire. Je dis pas que la manière dont il le fait est toujours des des plus habiles, mais sur ses motivations à lui, c'est ça voilà, qui me marque. C'est quelqu'un qui veut vraiment être là, enfin, se dédier à l'intérêt général. Et donc, il faut, pour répondre à ta question, pour commencer à répondre à ta question, il faut des gens dans les institutions. Il faut qu'on aille prendre des sièges à l'Assemblée. Il faut qu'on, voilà, il faut qu'il y ait des mairies qui soient prises avec des listes participatives. Il faut tout ça. Mais toujours la même chose. Il faut aussi le local. Et si jamais il devait ne rester qu'un truc, ce serait sans doute le local parce que Hmm. c'est stratosphérique hein, de comprendre que les politiques sont à ce point en pleine progression de carrière et que ce qui les
fait marcher, c'est vraiment la stratégie et c'est ça qui d'ailleurs les fait vibrer. J'ai vu Baron Noir aussi il y a quelques temps. Hmm. Baron Noir, c'est assez édifiant sur le fait qu'en fait le fond, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est gagner leur poste, être à ce siège, battre l'autre. Voilà, et on parle très peu de fond finalement. On voit que Baron Noir euh, arrive à se satisfaire du simple, enfin, et même à être très dense, alors qu'on ne parle que de la forme. Donc voilà, donc j'ai encore fait une digression, je suis désolé, mais le local évidemment est absolument nécessaire puisque c'est ça qui va nous permettre, enfin qui va permettre à ceux qui essayent d'agir au niveau systémique, d'avoir un argumentaire solide et plein d'exemples, quoi. Hmm. Et alors, tu vois, on parle local, mais je vais revenir sur le global et puis on va parler de cette fonction, ces postes qui sont quand même un peu, quand même des sacerdoces en fait. Moi, je voulais me référer aux paroles de Nicolas Hulot qui disait si j'étais président, je ferais de Maxime Rostolan mon ministre. Et toi, t'avais dit ah mais moi, c'est très flatteur, mais j'aurais pas envie d'être ministre. Est-ce que si ça se passait vraiment, tu refuserais le poste? Bah après, enfin, c'est une question de momentum aussi, tu sais, moi, à l'époque où il a dit ça, j'étais dans le handicap de mon petit bonhomme, on découvrait le handicap de Léon, j'avais beaucoup de trucs à la ferme, enfin voilà, être ministre, c'est plus qu'un sacerdoce, enfin ouais, c'est l'horreur, tu bosses 100 heures par semaine, t'es tous les soirs en représentation, t'as plus le temps de laisser ton cerveau se reposer, donc voilà, il y a ça qui me poserait des questions. Après, euh, l'urgence est telle que il faut qu'il y ait des gens conscients de ces enjeux aux manettes. Donc, si il n'y a pas de meilleur candidat, mais j'en doute. Enfin, tu vois, Hulot, Nicolas, il a dit ça comme ça. C'était un matin sur Europe 1. Et c'était pour essayer de couper un peu le sifflet aux journalistes qui arrêtaient pas de lui demander si vous êtes, est-ce que vous allez y Hmm. aller, quoi. Mais bref, non, là, il y a un vrai sujet sur sur le renouvellement de la classe politique pour avoir des politiques qui soient plus représentatifs de la société. Donc, il y a un moment où il faut que des gens de la société civile y aillent et voilà. Et, et je sais pas de quoi l'avenir sera fait. J'ai pas d'ambition politique. J'ai juste une ambition pour le monde dans lequel mes enfants vont vivre ou vivent déjà maintenant et il faut le changer et ça passe par la politique. Donc on verra. Moi ça je sais pas. Le Joker. Alors du coup, après la politique, alors c'est la bascule. Parlons de la bascule. Qu'est-ce que c'est la bascule exactement Ouais, en fait la bascule. Donc après ferme d'avenir, moi j'ai arrêté après un an de lobbying intense où voilà j'avais essayé de faire passer une mesure d'intérêt général dans la loi des États généraux de l'alimentation. C'est pas passé. En fait, je me suis dit, mais en fait, c'est nos institutions qui sont malades et il faut changer nos institutions. Il faudrait qu'il y ait un vrai mouvement de lobbying citoyen qui émerge, un truc qui mette pression, qui mette la pression systématiquement sur les députés, sur les maires, sur le président. Voilà, et il faut l'organiser. Ça peut pas se décréter. Ça doit s'organiser de manière spontanée. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, bah, trouvons des jeunes, trouvons des jeunes qui sont un peu désabusés par le système et par les perspectives qui s'ouvrent à eux après leurs études. Et avec eux, essayons de faire basculer le système. Et donc j'ai été faire une conférence dans une école d'ingénieurs, c'était en janvier 2019. Et à la fin, je leur dis ça, en gros, je leur dis, écoutez, moi franchement, ça fait des années que je galère à essayer de changer le monde, mais en fait, on voit bien que c'est politique, tout ça, et il faut changer la politique. Est-ce que vous êtes chaud pour faire la révolution? Et ils ont levé la main, donc j'ai dit, venez. Et on a discuté pendant quelques heures dans un bar à une centaine, c'était rigolo. C'était à l'époque où les bars étaient ouverts et où on pouvait se parler de loin parce qu'il n'y avait même pas de masque. Et la semaine suivante, ils m'ont fait intervenir devant plusieurs assos d'étudiants, assos étudiantes engagées.
Et là, on a dit bon, ok, il y en a une quinzaine qui ont dit non, mais moi je me mets en césure ou je me mets en disposition, je veux faire un truc comme ça, la bascule. Et donc on a euh, fait un appel en disant on se laisse 6 mois pour changer les choses au niveau local, au niveau national, que ce soit des actions de terrain ou des actions politiques. Rejoignez-nous. Et on a eu 800 candidatures de gens qui étaient prêts à venir habiter 6 mois avec nous. Donc il a fallu trouver un endroit où habiter. Ça a été une bonne rigolade puisqu'on s'est retrouvé dans un hôpital désaffecté en centre-Bretagne, à Pontivy. Et donc on a pendant 3 semaines fait un gros chantier parce que le truc servait quand même de zone d'entraînement pour le raid. Donc c'était vraiment un peu Bagdad quand on est arrivé là-dedans. On a tout remis en état en 3 semaines et on y a installé, on a accueilli l'université du Nou, qui sont des spécialistes de la gouvernance partagée, de l'intelligence collective, qui nous ont aidés pendant une semaine, une fois que tout le monde était installé, donc 80 jeunes en gros qui habitaient dans l'hôpital. Et donc une semaine pour poser les bases du projet, la feuille de route, les lignes rouges, la gouvernance, tout ça. Et on a lancé ce projet collectif qui s'est emparé très fort des notions de chemin. Comment est-ce qu'on fait pour pour prendre soin de soi pendant le chemin dans ces projets. Un peu moins de l'objectif, mais donc du coup ça venait un peu contrebalancer ma culture à moi où je suis vachement dans la destination finale et je suis un peu bourrin sur les bords, un peu bulldozer quand j'ai une idée en tête. Et donc, du coup, on a monté plusieurs choses enfin, ils ont monté plusieurs choses. Ils ont choisi de travailler sur la coopération inter-orga, sur la mobilisation, par exemple, sur des actions comme Extinction Rebellion, sur la Rio, la semaine internationale de la rébellion, etc. Ils se sont engagés là-dessus. On a eu cette fameuse aventure ou mésaventure de l'an zéro, à laquelle je faisais référence tout à l'heure en disant que je m'étais pris les anarchistes en pleine tête qui pensaient que j'étais macroniste, puisqu'on a essayé d'organiser un rassemblement de plusieurs milliers de personnes avec des représentants des différentes de la classe politique, des entreprises, des ONG, etc. Et on a essayé de faire ça et notre erreur a été de vouloir le faire sur le plateau de Mille Vaches en ne connaissant pas bien finalement les habitants et en ayant finalement que peu d'attaches là-bas. Et donc on s'est retrouvé sur une terre de résistance et c'est pas passé. Bref, donc la bascule, ça a été une aventure collective de 6 mois pour commencer. Et ensuite, ils se sont scindés en archipels. Et donc maintenant, il y a plusieurs bascules. Il y a Paris bascule, Bordeaux bascule. Euh, il y a la bascule Argoat. Donc on s'est fait donner. Donc on a eu un leg à l'association d'un couvent en Bretagne où se sont installés une vingtaine de basculeurs et qui y habitent encore aujourd'hui et pour longtemps, à mon avis. Il y a une autre dynamique qui s'est créée qui s'appelle Fertile. Et donc c'est un peu une école de la coopération hein, et de l'intelligence collective. Donc ça, ils font des formations qui fonctionnent très bien. Donc voilà un peu la bascule. Moi, j'avais dit que j'y consacrais un an bénévolement et c'est ce que j'ai fait. Et puis au bout d'un an, j'ai, euh, je les ai laissés, je les laisse voler de leurs propres ailes et je leur prête de mes plumes s'ils en ont besoin de temps en temps. Et qu'est-ce que t'en as tiré? Qu'est-ce que t'en as appris? Parce que tu parles beaucoup du collectif, notamment, et la manière dont il se gère. Ouais. Beaucoup de limites sur la gouvernance partagée totale. Alors pas sur la gouvernance partagée, mais sur l'idée qui s'en fait pour des novices que nous sommes et que nous resterons tant qu'on l'a pas vraiment éprouvé pendant des années. On reste novices sur ce sujet-là, mais je pense que et j'ai rencontré d'ailleurs des entrepreneurs qui ont essayé l'holacratie, l'entreprise libérée et qui en sont un peu revenus pour les mêmes raisons. C'est de dire les gens ont besoin quand même d'avoir des leaders, ont besoin d'avoir des gens qui prennent des décisions. Les gens veulent pas tous décider. Et il y a des gens qui ont leur talent sur certains trucs et pas dans le management ou dans la décision. Et il faut considérer, d'après moi, que manager, c'est un talent que j'ai pas du reste. Hein. Donc voilà. Moi, je sais bien donner des idées, j'ai quelques visions et c'est peut-être ça, si jamais je dois en trouver des talents. Mais manager, avoir un directeur ou une directrice et se donner des objectifs et voilà, il y a pas mal de gens. Enfin, avant la bascule, je me disais mais bien sûr, il faut faire tomber ces mythes, ces vieux trucs. Et en fait, pas tant, pas tout quoi. Faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Donc c'est un peu ça que la bascule m'a appris. Euh, la bascule m'a appris le fait que
les lieux, et la vie en collectif est ultra puissante et ultra importante dans l'appropriation du récit dont on parlait tout à l'heure. Il faut des lieux, il faut vivre ensemble, il faut pouvoir partager du temps avec des gens et je pense que la solitude, surtout à une année comme celle-ci, euh, la solitude est un mal invisible, encore, enfin peu visible de notre société, mais à mon avis très latent et très, enfin voilà, c'est une bombe à retardement, je pense. Et je crois que les expériences de vie en collectif sont des trucs qui sont irréversibles pour certaines personnes, qui font que voilà, ils reviendront, enfin voilà, ça restera en permanence dans leur ADN, cette ouverture à l'autre. Surtout que c'était fait à la bascule avec, il y avait beaucoup de zèle qui était mis sur le soi, la bienveillance, l'empathie, l'écoute, etc. Donc ils en faisaient des caisses exprès, enfin, mais c'était vraiment utile et ça permettait d'avoir une ambiance apaisée. Et je pense que dans un monde qui est de plus en plus clivé, avec de moins en moins de nuances, comme ce dont on parlait tout à l'heure, et ben en fait, il va falloir réussir à collectivement être en paix, quoi. Mm. Donc c'est un peu ça. Donc le lieu, les limites de la gouvernance partagée ou totalement horizontale. Tu vois, je pense qu'il faut une saine verticalité dans une horizontalité euh, euh, consensuelle que tout le monde veut, j'entends. Bon, bref, voilà, c'est quelques après sur les histoires de l'an zéro et d'attaques assez violentes de certaines branches de nos mouvements. Je trouve ça difficile, mais ça construit, ça forge la carapace. C'est intéressant, je me permets de raconter un petit pan de mon expérience personnelle, mais moi j'ai milité pour Extinction Rebellion, et il y avait également la volonté d'horizontaliser au point que, euh, en fait, je pense qu'il y a une distinction entre consensus et consentement. C'est-à-dire que Bien consensus, sûr. c'est tout le monde se met d'accord et donc tout le monde parle. Alors consentement, c'est on met en responsabilité quelqu'un, temporaire, tournant, et si t'as pas d'objection Mhm, 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 sur mhm, le point, et mhm, ben du coup, on peut passer aux solutions. mhm, Et du coup, ça, c'est beaucoup moins lourd comme processus. mhm, mhm, mhm. C'est vrai. Bah, le consentement, nous, on avait fini par dire qu'on prenait les décisions par consentement, hein, pas par consensus. Le consensus, il est quand même Mm. difficile à atteindre. Ouais. Et en parlant d'expériences qui te sont marquées, du coup, le projet suivant qui naît de ça, c'est Communitrize. Ouais, Coviditrice. Mais Coviditrice, c'est un projet, c'est huge. En gros, ça part de deux constats. C'est il faudrait planter 100 fois plus d'arbres que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il y a plein de goulots d'étranglement dans un tel projet. Il faut trouver des parcelles, il faut trouver des bras, il faut trouver des sous, faut trouver des plans. Voilà. Donc, mais il faudrait faire 100 fois plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et le deuxième constat, c'est justement ce dont on vient de parler, c'est que beaucoup de gens sont prêts à donner de leur temps et de leur énergie et de leur motivation euh, s'ils se sentent utiles à la transition et s'ils vivent une aventure personnelle intéressante et donc du coup pourquoi pas inclus dans un collectif et habiter en communauté quoi, en collectif plutôt qu'en communauté, ça fait moins 68 arts, mais euh, et donc Ça s'appelle Communitrize en même temps, hein. ouais, c'est vrai. Et l'idée, c'est de dire faisons des pépinières participatives. Et prenons le problème là des goulots d'étranglement dont je parlais. Choisissons, disons, on va nous se placer au niveau des pépinières. Donc pour produire des plants, il va falloir en produire 100 fois plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc investissons des lieux qu'on va réhabiliter, qu'on va transformer en pépinières, et faisons-le de manière collective avec une vingtaine de bénévoles. On trouve une équipe salariée pour faire tourner les lieux, et on travaille avec les pépiniéristes du coin pour que eux viennent apporter leur expertise technique et donc sont payés pour ça. Hein. On travaille avec les assos d'agroforesterie, et on travaille avec les agriculteurs et in fine, on fait un programme pour essayer de faire x10, x100 sur le nombre d'arbres qu'on plante. Et donc c'est un projet sur lequel je travaille depuis un alors, on a écrit la première plaquette, elle date de mai 2020, donc ça fait pas encore un an que je suis vraiment dédié à ce projet. Et puis c'est pas l'année la plus simple pour monter des projets, mais
mais j'ai quand même on a été jusqu'à voilà, je suis allé voir Macron en personne à l'Élysée pour lui parler de ça après la sortie du plan de relance et il m'a convié à l'Élysée parce que je lui ai fait une lettre en expliquant que son plan de relance passait totalement à côté de cette question-là et que ok une enveloppe de 50 millions d'euros pour planter des haies c'est bien mais si c'est du one shot et que ça nous impose d'aller acheter les arbres en Allemagne et en Hollande c'est quand même un peu dommage. Et donc il m'a fait rencontrer le ministre, qui m'a accordé pas mal de temps et qui est d'accord sur le constat, sur le projet, etc. Mais qui me dit faut que vous alliez taper dans les enveloppes du plan de relance, même si elles sont mal foutues, il faut y aller quoi. Et donc là, je suis en train de voilà de finaliser la stratégie, c'est compliqué. Et je suis dans des négos et je suis pas, il y a des compromis que je suis pas complètement prêt à faire, donc du coup ça traîne. Et donc, bah, tu vois, là, pareil, tu me disais comment est-ce qu'on fait pour ne pas se faire greenwasher. Bah voilà, moi, c'est mon enjeu du moment, c'est comment est-ce que je ne vide pas mon projet de ses valeurs et de ses ambitions initiales, quoi. Planter autant d'arbres, c'est planter 100 fois plus, mais est-ce que c'est pas aussi une question de planter mieux? Parce que tu vois, il y a une question de variété de l'écosystème aussi. Ouais, ouais, non, mais on n'est jamais dans le ou, hein, c'est dans le et, c'est planter plus et mieux, bien Hmm. sûr, ouais, ouais. Non, mais là, bien sûr, il y a des labels qui existent, notamment le label végétal local, qui montre qu'on est vraiment sur une dynamique de diversité, de sourcing, enfin, d'origination des plants, d'adaptation des essences. Donc, oui, bien sûr. Non, mais en fait, il y a même un truc, hein, c'est il faut entretenir les haies. Aujourd'hui, il faudrait planter 25 000 kilomètres de haies par an en France, 25 000. On en plante 2005 et on en arrache 11 000. Donc on est à moins 8 500. Donc déjà, il faut absolument, enfin, s'il y a juste un truc à faire, c'est arrêter d'arracher les haies, parce qu'en fait, les haies qu'on arrache, ce sont des haies, pour certaines, hein, il y en a qui sont justement parce qu'elles sont malades, et donc c'est une part de renouvellement, mais beaucoup des haies qu'on arrache sont des haies qui ont des dizaines d'années et qu'on mettra autant de temps à remettre à un tel niveau de biodive et un tel niveau de service écosystémique. Donc il faut absolument protéger l'existant et après il faut protéger ce qu'on plante quoi parce que sinon c'est bouffé Hmm. par les gibiers et finalement on a perdu du temps et des illusions quoi. Et tu disais que le ministre t'avait dit, en fait, le plan de relance est mal fait, mais il y a moyen de trouver, enfin, de se faire financer quand même d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire qu'en fait, on peut quand même trouver des chemins de traverse pour réussir à joindre les deux bouts, en quelque sorte. Enfin, c'est-à-dire que je peux trouver des financements, même si c'est pas le sujet exactement prédéfini comme ça, comme tel. Dans le plan de Bah relance. après c'est de l'ingénierie de projet ça s'appelle Hmm. hein. Tu prends ton projet, tu prends le cahier des charges du truc en face et tu vois comment tu arrives à contraindre ton projet ou à le présenter de manière à ce qu'il réponde au cahier des charges quoi. Hmm. Mais oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le ministre a dit, il n'y a jamais eu autant de thunes, et c'est lui qui a employé ce terme, il n'y a jamais eu autant de thunes sur la table, il n'y en aura pas ailleurs, donc servez-vous dedans, quoi. Donc à nous de monter des dossiers, mais le problème, c'est que les dossiers, ils sont super lourds, le timing est hyper serré, ça a été décentralisé au draft, donc aux régions, donc du coup, il y a autant de dossiers à faire qu'on imagine implanter de pépinières en région. Donc c'est pas moi ce que je voulais faire, c'était un dossier complet, un plan pour l'agroforesterie où tu as une enveloppe et en fait on a validé la stratégie et ensuite on déroule la stratégie. Et là c'est pas du tout comme ça qu'il fait. Il faut une stratégie qui est déconnectée des plans qui existent déjà. Ils essayent de les faire coller autant que faire se peut, mais c'est jamais simple. Et surtout qu'il y a une grosse diversité d'acteurs. Et ensuite, ils disent ah bah si t'as un projet, essaye de le faire rentrer là-dedans. Donc, Hmm. c'est pas exactement comme ça que je le rêvais, et donc là, je suis en train voilà, de réfléchir. En plus, il me reste 6 jours avant d'avoir 40 ans, et donc du coup, je suis à ce moment où tu te dis, mais attends, mais si je dois réfléchir à quelque chose et lancer quelque chose, c'est peut-être maintenant. Donc, C'est, ouais, je pense qu'en fait, il y a notamment le fait que tu dois passer par la commande publique parce que sinon il y aurait un conflit d'intérêts. Et en même temps, c'est un métier à lui tout seul de pouvoir répondre à ces trucs-là. C'est tellement lourd que je pense que les gens qui sont en place aujourd'hui et qui arrivent à dégoter ces financements, c'est des personnes qui sont là depuis très très, ou des personnes et des organisations d'ailleurs, mais qui sont là depuis très très longtemps en fait. sûr. Ouais, exactement. Mais donc, du coup, la question, c'est est-ce que enfin, avec qui tu le fais
Et moi, on me propose de le faire avec certains acteurs, et donc c'est pour ça que je dis que je suis en phase de compromis potentiel ou pas, quoi. Ouais. Ouais, le conseil que tu en retires, c'est ça. Donc, du coup, il y a des personnes en place qui existent déjà. Essayer de repérer des personnes avec qui tu t'entends vraiment, avec qui tu te sens en phase, qui sont peut-être pas dans les organisations avec qui tu te sens toujours en résonance Mhm. totale, mais qui peuvent t'aider à faire le bout de chemin supplémentaire pour atteindre ton Exact. objectif. C'est ça. Euh, on arrive aux dernières questions. Tu vois, sur le plan plus personnel, comment dans un dans une transition de soi aussi en fait, tu arrives à prendre du temps pour toi ou pas parce que t'as l'air d'être sur tous les fronts en fait. Écoute, j'arrive à prendre du temps pour moi. Mon potager est fait, tu vois. Là, je suis devant et je le vois et il est fait, donc j'ai trouvé le temps pour le faire. Euh, je lis. J'ai un peu de... Alors, cette année a été quand même assez euh, peu banale, hein. Quand j'étais chez Ferme d'Agneau ou à la bascule, j'avais vraiment pas de temps. Le confinement et cette crise sanitaire qui a quand même mis un petit coup m'a aussi permis de d'intégrer dans mon planning des temps pour moi. Donc j'ai désormais des temps pour moi. Comment est-ce que je fais? Je sais pas. J'ai des deals avec ma femme et ma fille. Ma fille avec qui on fait de la guitare, enfin elle fait de la guitare et moi je fais mon sport à côté. Donc comme ça 2 fois par semaine on fait ça et rien que ça c'était un truc que j'aurais pas pu faire il y a quelques années. Et donc non mais je sais pas. J'ai découvert la méditation il y a quelques temps et c'est un vrai chemin de questionnement, de savoir euh, est-ce que le résultat nous appartient ou pas, si tu veux. C'est cette question de dire, non, en fait, le résultat nous appartient pas, donc te mets pas la rate au courbouillon, quoi. Enfin, ça sert à rien. Il y a un autre truc qui va un peu dans le même sens. C'est un proverbe chinois qui dit, tu peux tourner, tu peux courir dans tous les sens, t'exciter, ta. La terre, elle tourne. Et en gros, ça dépend pas. Enfin, faut pas trop se surinvestir de mission. Alors, il y a des gens, évidemment, quand tu es président de la République, bon, bah, ça dépend un peu plus de toi quand même, mais malgré tout, tout ne dépend pas vraiment de toi d'ailleurs non plus, hein. Donc, donc c'est aussi ça, c'est relativisé. Et je pense que quand on a des enfants, euh, quand on jardine, quand on aime lire, bah, en fait, on a moyen de, enfin, ou quand on veut prendre soin de son corps, bon, on a moyen de trouver une forme d'équilibre. Mais je dis ça, j'ai jamais frôlé les burn-out ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a des périodes, enfin, le lancement de Ferme d'Avenir, enfin, il y a des années, Ferme d'Avenir où je bossais effectivement en permanence, quoi, et où c'était un peu plus compliqué, mais je me réfugiais dans la fête, 1 fois par semaine, je faisais la fête, et voilà. Ouais, donc là malheureusement t'as pas autant ça quoi. Là, j'ai moins la fête, moins la pêche, ouais. Moins de quoi faire la fête, mais j'ai la pêche quand même. Ouais, et du coup Mhm. comment on garde la pêche, comment on reste optimiste là-dedans? T'as des Et dans cet engagement-là qui est ben, quand même envahissant en fait au final. Eh ben écoute, on cherche des raisons, des petites poches d'optimisme. C'était une des grandes phrases de Hulot, c'était je cherche des raisons de pas désespérer. Je disais mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? Il me fait je cherche des raisons de pas désespérer. Donc oui, comment est-ce qu'on fait? Bah je sais pas, la vie est belle quand même, putain. Faut regarder la nature, faut regarder les sourires des enfants, faut regarder. Enfin je sais pas, moi il y a des trucs qui me font vibrer le cœur et ça me permet de tenir et de voir les choses du bon côté. Pablo Servigne disait un truc l'autre jour que j'aimais bien, je sais pas si c'est dans un bouquin ou dans une conf. Non, c'est dans un de ses bouquins, je sais plus lequel. Il dit, est-ce que, comment on fait pour voir le verre plein, le verre vide et tout ça? Il dit, mais en fait, moi, je vois pas le verre à moitié plein ni à moitié vide, je le vois plein, moitié d'eau, moitié air. Et je trouve ça, c'est juste la lucidité sur ce qu'est la vie, et il faut juste avoir conscience de ça, et il y a moyen, à mon avis, de garder la pêche, quoi. Parce que franchement, on n'en a qu'une de vie, donc Ouais, tu m'entends? Ouais, tu m'entends? Le portable ça a éteint. Ouais.
Mais j'avais compris parce que j'ai juste eu le temps d'entendre et merde avant que ça s'éteigne, tu vois. Donc, bah, de toute façon, on a bientôt fini. On peut faire j'avais posé la question. Attends, je crois que j'avais posé la question. Je crois, c'est ça, non? Je sais plus, non, non, t'avais fait la remarque, c'est ça. Et du coup, je peux faire la dernière question, enfin, les deux, trois dernières questions et puis, on termine. Euh, Si tu devais, là, parler à toi, Maxime, à 20 ans, tu lui donnerais quoi comme conseil? Euh, Bah, et pas peur. Enfin, franchement, il y a un truc qu'on dit souvent. Enfin, il y a deux choses. Aie pas peur et garde la joie, quoi. En gros. Aie pas peur, c'est parce qu'en fait, la chance la chance sourit quand même aux audacieux, quoi, à ceux qui osent. Et donc voilà, qui ne tentent rien à rien, ce truc-là. Et la joie, c'est parce qu'en fait, il y a que ça qui embarque les gens. Il y a que l'enthousiasme, il y a que la passion qui embarque les gens. Alors t'embarques pas tout le monde, hein, je peux pas plaire à tout le monde, mais voilà, ce serait ça que je dirais. Bah, me- vu que je fête mes 2 fois 20 ans là, euh, je me dis que je ferais pas beaucoup de choses. Enfin voilà, je referais pas mal des choses que j'ai faites. Voilà. Je dirais si je parlais là à Maxime de 20 ans, je dirais bah tiens, profite encore parce que putain, t'auras plus 20 ans 2 fois quoi. Bref. Euh, alors le podcast, il est aussi, il y a une volonté de, je pense, de parler un peu des œuvres enfin, de passer par un peu ce vecteur artistique aussi. Enfin, en tout cas, moi, j'essaie de le transmettre dans l'image. Et je sais ce que c'est comme ça que je vais communiquer dessus. Est-ce que toi, tu as une œuvre, un livre ou une œuvre, ou même plusieurs hein, d'ailleurs, à conseiller aux personnes qui nous écouteraient? Ah ouais. euh, alors des livres, alors, sans parler d'œuvres, alors il y a un livre de base de référence sur les sujets qui sont les miens ou les nôtres, puisqu'en fait c'est vraiment la survie de nos civilisations, c'est Drawdown de Paul Hawken, qui est un bouquin qui passe en revue les gros chantiers qu'on a à relever collectivement. Ça, c'est pas du tout un livre sympa à lire ou quoi, hein, c'est voilà, mais c'est quelque chose qui pose les idées. J'ai un autre truc un peu dans la même veine qui donne la foi et de l'espoir, c'est Biomimétisme de Janine Bénus. Et puis si, alors tu as parlé d'œuvres, moi, mes idoles depuis que j'ai 18 ans, c'est les Têtes Raides. Bah, écoutez Les Oiseaux de Tête Red, l'album, écoutez-le en boucle jusqu'à ce que vous compreniez combien la poésie est puissante et peut nous sortir de tout. Euh, c'est pas cool. Non, je sais pas. Oui, et puis après, si des BD, là, j'ai fait la préface du 5e ou 6e tome de la BD Les Seigneurs de la Terre, et ça explique toute la complexité de nos sujets, le poids du passé et de l'héritage des générations précédentes, la, le combat que ça représente justement pour reprendre revenir sur cette sémantique belliqueuse, le combat que c'est d'aller faire changer les choses auprès des élus et des institutions. Les Seigneurs de la Terre, c'est une belle BD. J'aime bien beaucoup. Ouais, merci. Dernière Merci à question. Alors, excuse-moi, dernière question. non, je t'en prie. Le podcast s'appelle Déprise. Alors la déprise, c'est en fait un terme que Michel Foucault a apporté, qui est le philosophe, qui disait que pour se rapprocher de la vérité, il fallait se déprendre de soi, d'où la déprise. Et donc c'est une forme de déconstruction. Toi, si tu devais parler d'une déconstruction, la déconstruction de 2021, ce serait quoi Mais pour moi ou pour les gens? pour toi? Ok, parce que pas de côté. Pour les gens, enfin, je pense que la déconstruction du modèle économique, ça c'est important, de la toute-puissance du modèle économique, ça c'est hyper important. Faut comprendre qu'en fait, chaque fois qu'on te dit c'est pas possible, faut comprendre, on te dit c'est pas possible dans ce modèle économique. Or, ce modèle économique étant incompatible avec notre survie, il va falloir changer ce modèle économique, donc c'est pas grave que ce soit pas possible dans ce modèle. Bref, euh, pour moi, 2021, la déconstruction, hmm, je sais pas, je vais y réfléchir. Non, mais là,
Bah non, je vais réfléchir, c'est bien. S'il faut déconstruire des choses et si Monsieur Foucault le dit, il doit avoir de bonnes raisons. Euh, je pense que, mais je suis un peu dedans depuis un an ou deux, c'est la déconstruction du besoin de sécurité, quoi. Mais je le dis parce que j'ai la chance de Hmm. pouvoir le faire. C'est-à-dire que j'ai pas de couteau, enfin j'ai pas d'épée de Damoclès sur la tête, quoi. Donc je peux me laisser un peu de temps pour euh, pour trouver la bonne voie sans avoir pendant ce temps de quête une vraie sécurité, quoi. Non, je sais pas. Je vais réfléchir. Je vais relire Foucault. Enfin, je vais relire. Je vais lire ce que j'ai pas lu de Foucault parce qu'il y a beaucoup que j'ai pas lu. Mais j'ai un bouquin de lui. Je sais plus comment c'est. C'est le gros bouquin pensé là. Oh, je sais plus. Bref. C'est ces histoires de bibliothèques dans lesquelles s'accumulent des heures de lecture passionnantes et qu'on n'a pas Ouais. toujours le temps de faire. Donc, le confinement m'a permis de me replonger dans certains bouquins. Ah si, un truc à lire. Je suis pas pratiquant, voilà, ni ni évangéliste, mais enfin je veux évangéliser personne. Par contre, je vous invite à lire l'encyclique du pape parce que c'est brillant. C'est brillant. Laudato si. Ça marche. Bah écoute, merci Maxime pour toutes ces réponses et partages. À très vite. Merci. Au revoir, Patrick. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous avez aussi envie que le projet continue, la manière la plus simple et efficace pour me soutenir, c'est de mettre un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. C'est principalement ce qui permet au podcast d'être mis en avant. Et si vous avez des retours, des suggestions, des envies pour le podcast, dites-le moi sur les réseaux. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très vite.